Rome ne sait pas, effectivement, rien ne se fait en un jour, Tombouctou non plus. On pourrait parfois... Exactement, mais au moment où tu disais ça, j'ai juste eu en mémoire une des phrases célèbres de Jean-Paul Sartre qui disait que pour changer les choses, il faut parfois changer les mots. Avez-vous remarqué qu'avec le CPA, on ne dit pas la France et l'Afrique, on dit la France et les pays d'Afrique. C'est très important. Pour les imaginaires, c'est très important au regard aussi de l'histoire. On parlait d'assumer l'histoire sans jamais être prisonnier de cette histoire. Et puis, Elisabeth disait j'ai été attaqué, insulté, vilipendé, tu as eu droit à tout. Les quelques-uns, c'est un grand classique, comme le dit très justement Jules Armand, on est quelques-uns quand même. Nelson Mandela disait ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous, soyons des êtres actifs. Alors justement, enchaînement facile, il y a beaucoup de jeunes ici, tout au long de cet après-midi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag pour une nouvelle relation. Réagissez, dites ce que vous pensez et tout à l'heure vous pourrez également participer et peut-être à l'issue de cette première table ronde vous exprimer. Je voudrais maintenant recevoir un ami, un frère, un confrère. Vous l'entendez du lundi au vendredi sur RFI dans la matinale. Monsieur Juan Gomez pour animer la première table ronde avec cet intitulé « Retour sur les engagements de Ouagadougou. Va-t-on vraiment vers une nouvelle relation entre la France et les pays d'Afrique ?» Tu ne pourras pas me perturber, mon cher Juan, même en lisant ma très vilaine écriture. Bonsoir Claudie, bonjour à tous, merci. On a 1 heure ? 1 heure, très bien. Bonjour, on va donc revenir sur les engagements de Ouagadougou, donc ce discours phare du président Macron, prononcé quasiment il y a 1 an, jour pour jour, devant des étudiants, 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, et Elisabeth Gomis en parlait tout à l'heure. C'est vrai que l'ambiance était électrique, c'était un public qui n'était pas conquis d'avance. C'était un discours qui s'adressait évidemment à la jeunesse du continent, un discours qui se voulait aussi en rupture par rapport au discours de ses prédécesseurs. Le discours, nous, en tant que journalistes, évidemment, on l'a scruté, on le chronométrait, il a duré quasiment 1h50. Il y a eu ensuite, vous en souvenez certainement, cette séquence quand même mémorable de questions-réponses, ce face-à-face, cette discussion à bâton rompu avec des étudiants, avec la jeunesse burkinabé. Et ça a été l'occasion donc pour le président Macron d'aborder évidemment de nombreuses thématiques et de prendre 33 engagements. Je les ai comptés, 33. Alors, je ne vais pas tous les citer, évidemment. On en parlait tout à l'heure. Restitution des œuvres d'art africaines, mise en place de visas de circulation, promouvoir les PME, les PMI africaines et françaises, augmenter l'aide publique au développement, déclassifier les documents concernant l'assassinat de Thomas Sankara, ce qui lui a valu, là aussi, de gros applaudissements dans l'amphithéâtre de Ouagadougou. Au total, donc, 33 engagements. Et aujourd'hui, que peut-on retenir de ce discours? Quel bilan peut-on dresser? Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle relation entre la France et les pays africains? Que faudrait-il faire de plus? Quel défi il reste encore à relever par rapport au discours prononcé par Emmanuel Macron? On va en parler ensemble avec des intervenants que je vous présente dans un instant. Mais d'abord, je voudrais rappeler, c'est important, Claudie le disait tout à l'heure, et on insiste, la table ronde est interactive. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à interpeller les différents intervenants, à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, même si parfois peut-être quelques commentaires ne font pas plaisir à tout le monde à entendre, mais on a besoin de ça, on est là pour ça, pour se rencontrer et pour dialoguer. Merci d'accueillir à nouveau, et de nouveaux applaudissements, pour Lise Gomis. Je me suis permis de l'appeler Lise. Lise, hein, parce que Claudie vous appelait Elisabeth, mais bon, je vous appelle Lise, on ne se connaît pas. Installez-vous où vous voulez. Je poursuis les présentations avec nous Béatrice Lederlé. Des applaudissements pour elle, merci. Diplomate, chargée au ministère des Affaires étrangères de suivre justement les engagements du président Macron pour l'Afrique. Pierre de Gaëtan Djikam, bonjour, merci de l'accueillir et de l'applaudir. Installez-vous là. Maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime et adjoint au maire de Bordeaux,
chargé des partenariats avec l'Afrique subsaharienne. Sira Silla est avec nous également. Merci de l'accueillir. Députée La République En Marche. Bonjour madame. Vous êtes député de la Seine-Maritime, membre de la Commission des Affaires étrangères et je précise, on aura certainement l'occasion d'en parler tout à l'heure, vous allez prochainement remettre au ministre des Affaires étrangères un rapport sur la diplomatie culturelle et effectivement de la culture. Il en a été question lors du discours du président Macron. Le plus jeune des intervenants de ce panel, merci de l'encourager, il a 22 ans, Zenouri El Rali. Bonjour, venez jusqu'à nous. Président d'X-Afrique. Alors X-Afrique, c'est l'association africaine de l'école de Polytechnique. Je parle sur votre contrôle, hein. C'est une école qui rassemble tous les amoureux de l'Afrique, tous ceux qui veulent contribuer au développement de l'Afrique. Vous m'avez dit, parce qu'on s'est parlé évidemment un peu avant cette table ronde, si vous pouviez glisser 2-3 mots sur les activités de l'association. Évidemment, vous organisez de nombreux événements, dont un événement annuel qui est très important pour vous, qui s'appelle African Entrepreneurships, qui est un forum qui essaye d'accompagner les startups africaines et les startups qui interviennent sur le continent africain. On attend évidemment vos questions et vos remarques, hein. J'insiste là-dessus, c'est important. D'abord, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu pour commencer. Ça permettra de planter le décor, même si le président Macron avait planté le décor très rapidement. Je ne sais pas si vous en souvenez, avec cette phrase qui avait été acclamée par le public. Quelques minutes, hein, dès le début du discours, il a dit « Il n'y a plus de politique africaine de la France ». Et dans la foulée, il a insisté évidemment sur le fait que le destin de la France était lié à celui du continent africain. Béatrice Lederlé, peut-être peut-on revenir sur l'importance, la vision globale de ce discours. Oui, alors Lise, vous m'entendez ? Très bien. Donc, Lise vous a dévoilé les coulisses du discours de Ouagadougou. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit. Donc, le discours, c'est 5 blocs d'engagement et une nouvelle méthode. Sur les blocs d'engagement du discours, ce qu'il faut retenir, c'est un premier bloc sur l'éducation et la coopération universitaire, avec un doublement des partenariats universitaires avec l'Afrique. Un deuxième bloc d'engagement qui pourrait être l'innovation et le partenariat économique, avec un soutien aux PME, aux start-up, un soutien à l'innovation et au numérique. Un troisième bloc d'engagement qui serait le climat, la ville durable, et un effort sur les énergies renouvelables. Un quatrième bloc qui est, on en a parlé tout à l'heure, la construction d'un nouvel imaginaire commun avec la saison des cultures africaines, avec la restitution du patrimoine culturel africain et aussi le nouveau plan pour la francophonie. Et enfin, un bloc sur la sécurité avec notamment un soutien aux opérations africaines de paix. Donc ça, c'est pour les grandes lignes de ce guide dont nous parlait Rémi Rioux. Et Ouagadougou, c'est aussi un changement de méthode. Le changement de méthode, c'est reconnaître une place importante à la société civile, au secteur privé et également aux diasporas africaines en France. Et l'ambition, c'est de relier et c'est de consolider le lien humain. Et c'est pour ça que l'atelier de réflexion de cet après-midi sera pour nous très, très important. Comme ça, on pourra aussi avoir votre point de vue sur comment on relie, comment on arrive à reconstruire ce lien humain. Donc les prochaines années seront marquées par des moments forts, que sont les saisons des cultures africaines, mais aussi le sommet Afrique-France sur la ville durable. Et voilà pour l'essentiel de la feuille de route, très rapidement. Et c'est autour de des grandes thématiques qu'on va construire la nouvelle relation entre la France et l'Afrique. Je laisserai mes collègues... Lise Gomis, voilà. je suis curieux. Tout à l'heure, vous avez fait un peu référence évidemment au rôle, à la contribution du CPA dans la préparation de ce discours évidemment important. Il s'agissait du premier grand oral du président de la République sur le continent africain. Il nous a écoutés, il a repris quelques-unes de nos idées. On peut savoir lesquelles, on peut savoir jusqu'où vous avez réussi à aller dans l'écriture et le message.
Alors, Jules Armand les a cités. Effectivement, cette saison Afrique 2020, au-delà de ça, on avait eu de vrais débats sur la circulation des étudiants et puis même sur la circulation des hommes depuis l'Afrique vers la France. Et effectivement, tout ce qui concerne les passeports talents, je pense que ça découle directement des vives discussions qu'on a pu avoir. Et d'ailleurs, c'était Yvonne Mboro qui tenait le micro ce jour-là et qui, entre guillemets, a bataillé pour que on comprenne l'importance de cette circulation. Quand Jules Armand citait le fait que certains scientifiques ou étudiants invités à des colloques ou des conférences à Paris, en tout cas ou en France, n'obtenaient leur visa que 30 jours après l'événement, pour nous, c'était quelque chose de très très grave. Moi, j'ai découvert aussi qu'on faisait des doubles programmes quand on faisait des conférences en France. Alors, il y a un programme Afrique avec les Africains et un programme sans les Africains parce qu'on se dit, on ne sait jamais si le visa n'est pas disponible. Pour nous, c'est une aberration et je pense que pour beaucoup de gens aussi, c'est une aberration. Et c'est sur des sujets comme ça qu'entre guillemets, bien oui, on a bien discuté avec le président. C'était tendu? Ça, très honnêtement, la soirée du 13 novembre, oui. C'était pas tendu, mais je peux dire que les échanges ont été vifs, ça, évidemment. Alors, ce discours se voulait vraiment en rupture par rapport au discours de ses prédécesseurs. On pense évidemment déjà à celui de Nicolas Sarkozy, ensuite le discours de François Hollande. Ce n'était pas tant le fait de prononcer ce discours dans une université qui était nouveau, mais c'était d'avoir un public jeune, la jeunesse qui était là. Et surtout, dialoguer avec elle en fin de discours. Comment l'avez-vous trouvé sur la forme? Est-ce qu'il a réussi sur la forme? Et je voudrais vous entendre tous déjà sur la forme. Lise Gomis. J'étais donc à Ouagadougou, comme je vous disais. Moi, j'ai eu peur tout au long de cette séquence parce que effectivement, on a d'anciens souvenirs. Nicolas Sarkozy, et là, je me disais si on retombe dans les mêmes travers, on est foutu. Donc, moi, ce que j'ai aimé sur la forme, je pense qu'il a été bon. Déjà, pour commencer, il y a des choses que les gens ne savent pas, mais que je vais vous dire. Quand on est arrivé dans cet amphithéâtre, donc il y avait 800 étudiants qui évidemment attendaient depuis un moment parce que c'est une visite présidentielle, parce que ça prend du temps, parce que le président et le président Kaboré sont en discussion, donc on prend du retard. Donc on arrive dans cet amphithéâtre et on sent quand même que c'est électrique parce que tout le monde est assez remonté, d'autant qu'on avait annoncé qu'il n'y aurait que 4 questions au président. Vous imaginez un amphithéâtre, 800 élèves, 4 questions au président, c'est impossible. L'intelligence du président à ce moment-là, il arrive dans la salle sans avoir regardé ses conseillers, il dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, je répondrai à plus de questions. Alors tout le monde a peur parce qu'on se dit, oh là là, on va pas être dans le timing, parce qu'il y a un protocole derrière. Mais en même temps, il le sent et il le sait et il l'annonce. Et donc quand il dit ça, déjà, il capte les élèves. Il fait son discours. Comme je vous dis, moi j'étais en live WhatsApp, c'est ça qui était génial. J'étais en live WhatsApp avec mes élèves burkinabés qui, entre guillemets, me donnaient des points et me disaient, bon là il marque un point sur ça parce que c'est vrai. Là il marque un point. Là la francophonie, on prend moins parce qu'on a l'impression qu'il veut nous imposer une fois de plus la langue du colon. Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du discours, on sent que la salle commence à changer. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a été vraiment grand à la fin du discours du président, c'est que tout le monde l'applaudit et d'un coup d'un seul, tous les élèves se mettent à chanter l'hymne national burkinabé, qui est quand même un hymne qui a été créé sous Sankara. C'est pas innocent et ils le font pas en défi. Ils le font parce qu'ils ont approuvé le discours du président. Et ensuite, il y a cette séquence de questions et réponses. Effectivement, nous, depuis la France, on a cette vision de le président de la République française a, entre guillemets, toisé le président Kaboré. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est le hors-champ. Nous, on est dans la salle, on capte l'énergie des gens et on capte que les élèves, à ce moment-là, ils sont avec le président de la République. Et quand il fait effectivement cette fameuse histoire de la climatisation, il faut quand même avoir le début, le milieu et la fin de cette histoire. C'est-à-dire que avant que les questions commencent, les élèves posent des questions au président Macron, mais en fait, les questions sont dirigées au président de la République burkinabé. Lui, il est assis, mais il n'a pas le micro, donc il ne peut pas répondre. Donc c'est le président de la République française qui répond et qui, entre guillemets, leur dit « ça, c'est une question pour votre président ». Et puis vient un conseiller du président Kaboré qui chuchote à l'oreille du président français en lui disant, et je vais le dire, c'est horrible de dire ça, mais c'est la vérité, il va devoir s'absenter parce qu'il va aux toilettes. Évidemment, le président français va sûrement pas dire le président Kaboré va aux toilettes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Boutade. Ah bah c'est aussi à moi de réparer la clim. Il faut savoir que le président Kaboré rit à ce moment-là et toute la salle rit.
Nous, le soir même, on est avec le président Kaboré et lui-même hallucine en nous disant « Mais vous, en France, vous aimez vraiment les polémiques. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rire avec mon homologue français. Donc moi, je suis un enfant et c'est le président Macron qui vient me faire la leçon dans mon propre pays. » Et ça, c'est une histoire qu'il faut quand même raconter pour remettre les choses en place. Quand on sort de cet amphithéâtre, on a tous les élèves qui viennent nous voir et qui nous disent « C'est la première fois qu'on vient nous parler comme ça. C'est la première fois qu'on nous parle en direct. Et c'est bien qu'il soit venu nous chercher, qu'il nous ait secoué de cette manière-là. » Et ça, c'est quelque chose, pour moi, l'exercice, il était réussi. Bien sûr que vu de l'extérieur et depuis la France, nous, on arrive avec nos a priori. Et puis moi, la première, quand je fais partie du CPAE que j'accepte, j'y vais en me disant, bon, à quelle sauce on va me manger et comment ça va se passer. Mais il faut savoir tout ça. Pierre de Gaëtan, JCAM, sur la forme, et après on ira évidemment dans le concret sur les engagements pris. Sur la forme. Mais sur la forme, je crois qu'il m'est difficile de m'exprimer sur la forme comme Lise vient de le faire, puisque ce n'est donc pas Elle l'a vécu, une forme physique, mais plutôt le ressenti d'une forme symbolique, ce que je voudrais exprimer. Je pense que ce qui était évident, vu de Bordeaux, c'était qu'on voyait par la posture du président de la République l'expression d'une sorte d'humilité, ce que d'aucuns ont appelé une posture d'universalisme latéral, où on n'était pas effectivement dans une relation verticale. Et je pense que c'est un peu cette humilité d'un universalisme latéral qui sous-tend finalement ce qui va être décliné. Et c'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter là, à ce niveau-là, voilà, pour exprimer effectivement le ressenti de la forme symbolique que j'ai pu... Sira Silla, votre ressenti également, vous n'étiez pas sur place, mais vous l'avez, j'imagine, regardé à la télévision, écouté à la radio, ou lu les commentaires ou des extraits le lendemain dans la presse. J'ai surtout interrogé les Africains, parce que j'ai la majeure partie de ma famille au Sénégal et d'autres pays. Et donc sur la forme, je dirais qu'on a un président jeune qui a parlé à des jeunes, qui a interagi avec des jeunes. Et quand le président parle d'un partenariat d'égal à égal, là c'était un échange d'égal à égal. On le sait aussi, en 2050, 2,5 milliards de la population sera en Afrique. On aura 700 millions de jeunes Africains en 2030. Un tiers, un Africain sur 3 sera jeune. Le président a dit que l'Afrique est le continent de tous les défis contemporains. Moi, je reprends cette phrase. Et c'est la jeunesse, en fait, qui doit relever ces défis. Et donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'était très fort de s'adresser. Nicolas Sarkozy avait été dans une université pour s'exprimer. Mais là, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé à ces jeunes qui sont les acteurs de demain. Voilà, c'est ça qui est très fort. Et Zerouni El Rali, vous êtes la jeunesse, vous avez 22 ans. Quel est votre ressenti? Quel a été votre ressenti en écoutant ce discours? Vous aviez l'impression qu'il, d'une certaine façon, puisqu'il s'adressait à la jeunesse africaine, mais à la jeunesse française, vous vous êtes retrouvé dans ce discours? Vous aviez l'impression qu'il vous parlait? Oui. Alors en fait, j'ai eu l'impression qu'il a parlé à la jeunesse africaine sur deux aspects. Le premier aspect, comme vous l'avez évoqué, sur la forme, dans la mesure où le discours n'était pas un discours solennel comme celui de la majorité des présidents. C'est un peu comme les deux corps du roi. Là, on a eu les deux corps du président et on a eu un président humain qui s'est adressé à une jeunesse humaine. Et donc, au niveau de la forme, j'ai senti qu'il s'est adressé à moi, ou encore à la jeunesse africaine. Sur le deuxième point, c'est sur le point des problématiques face auxquelles sont confrontés les jeunes Africains. Et ces problématiques, on en a parlé de nombreuses fois, sont ceux de la mobilité, mais ceux aussi d'une volonté qui n'est pas écoutée. Une volonté qui n'est pas écoutée parce que c'est une volonté entrepreneuse, mais qui fait face à de nombreux obstacles. Et donc, quand il dit que l'entrepreneuriat est un des points forts de ses engagements, à ce moment-là, je me suis retrouvé. Et vous qui organisez tous les ans ce forum pour aider les start-up africaines ou les start-up qui interviennent sur le continent africain, est-ce que vous avez, puisqu'on est à l'heure des bilans, du premier bilan, oui, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, qui vont peut-être plus vite? Oui, absolument. Enfin, il y a eu une certaine dynamique qui a été mise en place, et c'est une dynamique double. D'abord, par l'incubation, c'est-à-dire celle où on a mis en place certains dispositifs qui accompagnent les startups comme Digital Africa. Mais ce que j'aurais souhaité, très personnellement, c'est que ce Digital Africa ne soit pas dans l'Hexagone, mais qu'il soit au contact, dans les pays africains. Parce que c'est là-bas sur place qu'il y a le besoin.
bien sûr, la méthodologie est intéressante à apprendre. Et on est prêt à apprendre cette méthodologie. Mais c'est au contact des entrepreneurs africains qu'on va pouvoir changer les choses. On va sûrement y revenir. Pierre de Gaëtan, quelle a été l'idée phare, là, l'idée qui vous a marqué dans ce discours? Je pense incontestablement, au regard de l'engagement qui est pas simplement le mien, mais de beaucoup de ceux qui s'intéressent à l'éthique de cette relation d'abord, et également à la pragmatique de cette relation, c'est quand même l'érection de la question diasporique africaine au cœur d'un discours présidentiel comme jamais on ne l'avait entendu. Je pense qu'il est significatif de voir qu'en terre africaine, et plus tard d'ailleurs à la conférence des ambassadeurs, je parle sous le contrôle des parlementaires qui sont là et de M. Maréchal, eh bien qu'un président de la République pose comme étant un sujet majeur la question de la relation avec l'Afrique à partir de la question du sujet diaspora africaine. Et donc, c'était aussi reconnaître que d'abord, l'Afrique s'invente où elle est, que s'inventant où elle est, elle le fait selon des modalités différentes. Et donc, pour nous qui avions, dans les mois qui l'ont précédé, n'est-ce pas, dans le cadre de la fameuse primaire de 2016, puisque j'avais porté, comme beaucoup le savent, une partie du projet africain d'Alain Juppé, eh bien, nous étions tout à fait sensibles à cela. Et je pense mais au-delà du politique, c'était aussi toutes ces consciences africaines, toutes ces sensibilités franco-africaines en territoire bordelais, donc un territoire qui, évidemment, n'est pas indifférent, n'est-ce pas, pour des raisons à la fois historiques et contemporaines, à ce discours-là. Eh bien, c'était aussi, et je vois beaucoup de visages dans la salle, qui ont porté ces journées nationales des diasporas africaines. Et on se retrouvait, effectivement, dans cette évolution de paradigme. Je ne dis pas de changement de paradigme, parce qu'évidemment, la terre de Montesquieu est toujours dans la modération, donc nous n'avons jamais cru aux ruptures. Hein, mais en revanche, nous croyons effectivement à des évolutions significatives. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que la diaspora se sent moins ignorée que par le passé? Oui, incontestablement. Incontestablement. Enfin, je parle sous le contrôle des diplomates. Chercher dans les archives diplomatiques françaises la fois où un chef de l'État s'est exprimé en disant effectivement que la diaspora africaine constituait un atout pour d'abord évidemment le rayonnement et la diplomatie française, mais aussi un atout dans le cadre de l'identité française elle-même. Et donc, je crois que c'est incontestable. Lise Gomis, je voyais votre tête tanguer. Parce que pour le moment, on est dans le discursif. Moi, j'attends les vraies actions. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la première fois que un président français s'exprime sur ces questions-là. Mais quand on regarde dans les faits, j'ai encore du mal à nous voir. Hein. On va être très, très honnête. On a encore beaucoup de travail sur ce point-là. C'est aussi pour ça qu'entre guillemets, on est toujours en discussion sur ces points-là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que je suis la première concernée, entre guillemets, en tout cas au sein du Conseil présidentiel. Donc oui, sur ces sujets-là, je serai toujours bien présente. Et lorsque le président disait il y a tout juste... Allez-y, je vous en prie. Je pense qu'il n'y a pas de véritable action qui ait du sens si cette action-là ne décline pas ou ne déroule pas une vision. Voilà. Et donc je crois qu'il est important de poser la vision, hein, de fixer un cap à une société comme la France et aussi aux sociétés africaines. Et à partir de là, évidemment, les actions, à mon avis... Sira Silla, la diaspora, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis 1 an, non ? Avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, et je peux affirmer, puisque je les ai souvent eu en contact, qu'ils bossent beaucoup. Et que, même en termes d'expertise, j'ai pu, par exemple, avec Karim Sy, il a pu m'aider sur des choses. On monte des conférences. Il y a aussi Pierre de Gaëtan qui on va dire, est un grand connaisseur et une personne sur laquelle on peut compter. Donc je tenais, puisque moi je ne suis pas membre du CPA,
Je ne suis pas à la mairie de Bordeaux. Et donc, je tiens à le dire, parce que moi, je l'ai constaté pendant un an, quoi. Donc, ces gens-là, ils bossent. Et ces gens-là, ils s'investissent pour ce nouveau partenariat qu'on espère. Donc, déjà, c'est important de le dire. Et ensuite, pour revenir aux diasporas, en fait, il y a une forte attente maintenant, parce qu'il y a eu un gros discours, il y a une très forte attente. Moi, j'étais au Sénégal pour une mission que j'ai initiée moi-même. En fait, j'ai refait le chemin du président, donc Sénégal, Saint-Louis, Dakar. Donc, il y a vraiment une forte attente. Donc, je veux dire, le discours, c'est bien, mais ainsi que Lise l'a dit, il faut vraiment passer aux actes. Mais moi, je constate vraiment que la diaspora croit en ce que le président a pu exprimer. Pourquoi ? Parce que je suis sollicitée, on va dire, au moins 2 fois par semaine avec la diaspora, tous les pays africains qui viennent me voir pour des projets. Circonscription partout en France, oui. En Afrique. J'ai jamais eu de compte Facebook avant d'être politique. J'ai jamais eu de réseaux sociaux, rien du tout, parce que moi je suis pas réseaux sociaux. Donc là, j'avais pas le choix. Je veux dire, mon compte Facebook, c'est pratiquement que des Africains qui sont là, qui suivent, et après qui suivent aussi tout ce qui se passe en circonscription. Et voilà, je suis très sollicitée. Donc il y a une demande que la diaspora serve de passerelle. Tout à fait, et sur les thèmes donc l'agriculture, l'entrepreneuriat, les femmes, l'éducation. Oui. Ça, je peux le dire. Mais maintenant, c'est vrai que l'attente est très forte et il faut passer aux actes. Après, ce que je disais aussi aux Africains et aux Sénégalais plus particulièrement, ce qu'on me disait, bon, c'est bien, le président est venu, mais qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Et donc, moi, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron n'est pas le président de la République du Sénégal. On a parlé de partenariat. Donc, les Africains ont dit stop au paternalisme. Donc, c'est aussi à eux de prendre leur destin en main. Et ensuite, parce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont encore été faites jusqu'à maintenant, on a le campus franco-sénégalais qui a été acté entre le président Sall et le président Macron. Je suis allée au Sénégal et on a signé avec le rectorat de Seine-Maritime un partenariat pour la création de formations techniques Bac+3. Donc, ça, ce sont des actes concrets et il en sera question tout à l'heure dans la deuxième table ronde. Il sera question de mobilité croisée, d'éducation notamment. Lise Gomis, votre idée forte dans ce discours, s'il fallait en citer qu'une. Je pense que le plus gros choc a été c'était la question de la restitution. Très très honnêtement, je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et je suis très C'était la première fois qu'un président de la République abordait publiquement cette question. Exactement, et pour moi c'était à la fois hautement symbolique et très très important parce que c'était le signe qu'effectivement il était prêt à aller au bout de ses engagements. Restituer des œuvres quand on sait, quand on connaît le climat actuel sur ce genre de questions en France, il fallait quand même le faire que de l'annoncer et d'aller encore plus loin et de nommer à la fois un duo, donc Felwine Sarr et Bénédicte Savoie, de les mettre entre guillemets au travail assez rapidement et leur demander des résultats rapidement. Concrètement, ils ont eu moins d'1 an pour 8 mois. Voilà, ils ont 8 mois de travail. Ils ont eu 8 mois pour travailler sur cette question. Je pense que c'était très compliqué parce que recenser les œuvres, savoir connaître leur provenance, parler à tous les scientifiques, professionnels, historiens, juristes, puisqu'il faut revoir la loi aussi. Évidemment, c'était plus qu'une grosse question. Et une fois le rapport rendu, d'entendre, il y a 26 œuvres là qui vont repartir au Bénin, pour vous dire, j'ai envoyé un message à Jules Armand lui disant, avant que je me permette de retweeter, confirme-moi que c'est vrai, parce que je n'y croyais pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible que ça aille aussi vite. Donc moi, le point que je retiens, c'est celui-ci, oui. Et en quoi, justement, cette annonce du président Macron, ce projet de restituer ces œuvres d'art, peut modifier la relation entre la France et les pays africains ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Pour moi, c'est comme c'est comme si les plaques commençaient à bouger. C'est-à-dire qu'on a cette map monde qu'on regarde toujours dans le même sens, du nord vers le sud. Et j'ai envie, en tout cas ma mission au sein du CPA, c'est ça, c'est de me dire qu'au bout de 5 ans, on aura réussi à redresser un peu cette carte pour que l'Équateur soit plus comme ça, mais soit presque comme ça. Qu'on ne se regarde plus du nord au sud, mais d'égal à égal. Et cette idée de restitution, pour moi, c'est un début de cette nouvelle relation. Je ne vous dis pas que tout est rose et que tout va se passer de la même manière, mais en tout cas, c'est un acte fort que de dire, OK, là tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on peut rendre effectif quasiment dès demain ? Et il rend 26 œuvres.
alors que le précédent gouvernement avait juste balayé la question en se cachant derrière le juridique. Voilà, derrière le Donc cadre du bousculer, c'est pas mal patrimoine. des fois. Oui. Pierre de Gaëtan, vous souhaitiez également réagir sur cet engagement du président Macron, restituer le patrimoine culturel? Oui, je pense que d'un point de vue philosophico-politique, le fait de restituer ce patrimoine, c'est s'inscrit véritablement dans le projet d'une Afrique émancipée. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il y a derrière. Le ressort. Ce qui est intéressant, c'est véritablement de comprendre le ressort, effectivement, qu'on s'inscrit voilà, dans un projet d'émancipation qui n'est pas effectivement comme ça tombé du ciel, qui est aussi le résultat d'une conscience aiguë du destin de l'Afrique que portent les diasporas africaines, n'est-ce pas, qui sont effectivement dans cette restitution comme étant aussi des acteurs. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour rebondir quand même sur, quand on dit, voilà, qu'est-ce que les Africains... Bon, maintenant, les diasporas, ils attendent, les Africains, ils attendent. Mais non, c'est-à-dire qu'on a la chance, effectivement, que ce discours de Ouagadougou s'appuie, en tout cas, est en cohérence aussi avec, d'une part, la manière dont aujourd'hui les diasporas africaines, avec leur engagement professionnel, leurs compétences, leurs talents, leurs combats, les luttes, n'est-ce pas, que ces diasporas ont portées, les espérances qu'elles ont constamment formulées, effectivement, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas des diasporas qui attendraient que le président de la République fasse des choses. Zérouni El Rally, vous souhaitiez réagir également sur cet engagement du président Macron? Totalement. En fait, il faut savoir une chose. C'est que dans une grande majorité des pays africains, je suis marocain, donc je sais de quoi il s'agit, la diaspora est une grande source de revenus pour les habitants des pays africains. C'est-à-dire toute famille en Afrique a une ou deux personnes de la famille qui travaillent en Europe ou bien en Amérique ou dans d'autres pays pour être source de revenus et les accompagner. Maintenant, la diaspora, elle veut changer de point de vue. C'est-à-dire que la diaspora ne veut plus uniquement donner de l'argent en Afrique, mais que l'argent qu'elle donne soit fructifié. Et donc, mener des projets en Afrique grâce à ces investissements. Donc on n'est plus dans une optique de financement de besoins primaires, mais dans une optique de financement de projets, que ce soit par de la microfinance ou par d'autres moyens de financement. Alors on a parlé des diasporas, on a parlé de la restitution du patrimoine africain. Siracilla, vous, quelle est l'idée forte qui vous a marqué lors du discours du président Macron? Enfin voilà, c'est le fait de vouloir mettre en place cette nouvelle relation avec l'Afrique. C'est ça, moi. C'est travailler ensemble sur l'éducation, l'entrepreneuriat, la langue française. Parce que pour moi, la langue française, ça doit être un véhicule au service de l'éducation, au service de l'entrepreneuriat, au service de la sécurité aussi, puisque par l'éducation, on apprend aussi. Alors on va donner, et j'aimerais qu'il y ait dès maintenant des questions. Qui se lance? Il en faut toujours un. Et il sera applaudi. Récompensé, me dit-on même. Oui, ah bah voilà. Monsieur, alors il y a un micro qui arrive jusqu'à vous. Bonjour, nous vous écoutons. Ah, il n'est pas allumé? Attendez, j'arrive. Le mien fonctionne. Allez, prenez le mien. Ah, c'est gentil, c'est un honneur. Ah, j'ai vu votre micro, waouh. C'est-à-dire ce que je veux dire. Ouais, mais vous avez parlé avec avant, c'est que je veux dire des choses importantes, c'est bien. Non, mais pour revenir dans le sujet, le problème est que, comme Claudicia l'a dit tout à l'heure, il y a les pays africains. Et les pays africains sont divers dans leur manière de prendre les choses. Je peux vous assurer que quand vous avez dans une semaine l'information sur les œuvres d'art restituées et peu avant l'information sur le prix
de la scolarité qui est multipliée par 10, oubliez les œuvres d'art, l'impact il est zéro aujourd'hui dessus. Pourquoi? Au Bénin, peut-être ça va passer, mais prenez le Cameroun. Parce que dans l'impact, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est pour renouveler les relations entre la France et l'Afrique, entre l'Afrique et la France, pour ne pas dire France-Afrique. Et il est question de l'influence de la France dans nos pays et comment est-ce qu'on va travailler dans les années à venir. Donc, et les années à venir, vous allez travailler avec 80% des Africains qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Et eux, ils font attention au message, à ce que vous leur donnez. Le message sur l'éducation a balayé tous les messages que vous avez fait sur les arts, les milieux qui ont retourné. Je sais qu'on va aussi rendre un trône Bamoun au Cameroun, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, le jeune Africain dit, c'est bien beau, vous me dites, venez nous voir pour entreprendre en France, etc. Mais derrière, vous refusez 3 visas à 3 jeunes Camerounais qui devaient aller à Emerging Valley en disant que non, il y a des risques de fuite. Mais ne pensez pas qu'on veut forcément venir caler chez vous, c'est faux. Ouais, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, non, ce n'est pas vrai. Monsieur Sia connaît bien le Cameroun. Le Cameroun et d'autres pays, mais bon, je parle beaucoup plus du Cameroun parce que bon, on est lieux indomptables, on aime parler de nous. On est nos jeunes sœurs et nos jeunes frères camerounais sont sacrément intelligents. Ils ne veulent pas venir caler chez vous. Maintenant, ça veut dire quoi? Le problème, vous pourrez prendre toutes les politiques que vous voulez. Si vous ne changez pas les hommes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire la fonctionnaire du consulat qui vient, qui te reçoit, quand elle voit que tu vas voyager, là, elle te regarde bizarrement comme ça, comme si, non, toi, tu peux prendre 2 fois l'avion en un an, alors qu'elle ne peut pas. Vous ne changez pas, si vous ne changez pas les hommes dans la relation... Je finis, je chute. J'ai écrit à la conseillère, à la chargée privée de l'AFD au Cameroun. J'ai envoyé le mail avec un très grand français, je suis juriste de formation. Quand j'écris le français, là, j'écris le vrai français, pas les choses d'à peu près. Elle ne m'a jamais répondu. J'ai dit que ouais, toi tu ne me réponds pas, tu vas voir. Donc aujourd'hui, je suis en train de la trahir comme ça en face. Donc il faut changer, au-delà des mesures. Il faut changer. Si vous n'apprenez pas aux gens qui vont charger de déployer cette politique audacieuse du président Macron, ce qu'on appelle le respect de l'homme, ça ne va pas marcher. Je suis très, très, très d'accord avec vous. Et ça, c'est un sujet, pour le coup, on en a tous parlé, puisque dans le groupe, dans le conseil présidentiel, on a Yvonne Mburu, par exemple, qui vient du Kenya. La première chose qu'elle a dit au président, c'est « Moi, j'ai un problème avec vous, monsieur le président, c'est que la première fois que j'ai voulu venir en France, j'ai été confrontée aux gens du consulat, et sincèrement, c'était beaucoup plus simple pour moi de parler aux Britanniques que de parler aux Français. Donc, tant qu'à l'intérieur de vos consulats, de vos ambassades, vous nous traiterez comme ça, clairement, à un moment donné, moi qui suis diplômée, j'aurais pas trop envie de venir chez vous. » Et effectivement, on a écrit une note à ce sujet en disant la première porte d'entrée, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la relation si, entre guillemets, sur le terrain, en local, les gens n'ont pas entendu ce que nous, on disait là-haut pendant qu'on jacte avec Monsieur le Président. Si les gens de l'ambassade, des consuls n'entendent pas cette information, allô, ça ne peut pas fonctionner. Et là, comme je vous disais, je suis allée en mission au Ghana. Je suis allée en mission au Ghana, j'ai donc parlé, moi je suis plus centrée sur les questions culturelles. Eh bien c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on a des jeunes entrepreneurs culturels ou des artistes ou des producteurs, quels qu'ils soient, quand ils passent la porte France, ils ont toujours le sentiment qu'on les regarde de haut. Et c'est évidemment la première chose qu'il faut changer. Mais ça fait toujours un peu peur de dire il faut changer ça, parce que quand on dit il faut changer, les gens pensent grand remplacement. On n'est pas là pour grand remplacer. C'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est que moi aussi, je suis française et que j'aimerais aussi, par exemple, pouvoir postuler à certains des postes. Mais comme on sait comment fonctionne la société, et que ce n'est pas uniquement en France, c'est difficile de percer certains cercles. Le conseil présidentiel, on va se dire les choses très clairement, jamais de ma vie je ne pensais une seule seconde pouvoir entrer à l'Élysée. C'est-à-dire que la première fois que j'ai poussé cette porte, je me suis dit, ils se sont trompés. Je suis là, mais maintenant que je suis là, je vais m'asseoir et on va pouvoir discuter. C'est aussi pour ça que c'est important de se dire, on ne peut pas laisser passer une occasion pareille. Je comprends quand vous me dites, c'est super de parler de la restitution quand on sait que dans le même temps, on refuse des visas d'entrée. Je vais prendre l'exemple très concret et très récent d'Africolor. Africolor, c'est un festival effectivement sur la culture africaine. Récemment, ils ont eu un refus de visa pour un artiste justement camerounais, Crotal, un rappeur. Il a eu son visa 1 jour ou 2 jours avant de partir. C'est des choses qui, moi, clairement, me fâchent, mais c'est des choses pour lesquelles j'ai envie de me battre, et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours sur ces questions. Et s'il faut le rappeler 10 fois, 12 fois, 20 fois, 30 fois au président, à chaque fois qu'on le voit, à chaque fois je viendrai avec mon dossier, je dirais on n'a pas fini, et je repose mon dossier et on continue la même bataille. C'est important.
Ça marche. Siracilla, vous souhaitiez réagir et on redonne le micro au public. Oui, je souhaitais réagir par rapport à ce que monsieur disait. Et en fait, dans le rapport donc, diplomatie culturelle et francophonie, ce qu'on dit, c'est oui, la France est perçue comme une puissance vieillissante. Donc arrêtez de croire que vous êtes attendu parce qu'on a quand même mené 250 auditions. Donc je pense que sur une période d'un an. Donc ça, c'est vrai. Donc je veux dire, la France est quand même le premier réseau culturel au monde. On a de grandes ambitions, et nous aussi, parce qu'il y a aussi une question de moyens. Et on dit aussi, si on veut être crédible, il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, on va lancer de grandes choses, et ensuite dire, bon, bah non, sur la question budgétaire, par exemple, il n'y a pas d'argent, donc non, on ne fait pas. En revanche, monsieur, aussi, toujours sur la question des visas. Au Sénégal, j'ai beaucoup de constaté... questions dans la deuxième table ronde, mais vous n'y serez pas, donc allez-y. Non, mais sur la question je des vois qu'on visas. parle d'autres sujets Ça, c'est vrai aussi. que c'est une problématique. La question des artistes, au cours des auditions, on l'a eu, mais le Conseil présidentiel pour l'Afrique avait réglé la question avant. C'est incroyable, on invite des artistes et on leur donne pas de visa ou on leur délivre, plusieurs semaines plus tard. Ça, ce n'est pas acceptable. Et ce, à quelques mois de l'événement culturel 2020. Et concernant les droits d'inscription, oui, c'est vrai que les étudiants africains vont devoir payer des droits d'inscription. Mon collègue Hervé Berville et moi avons assisté à un dîner avec la ministre de l'Enseignement supérieur où on a notamment évoqué cette question. Mais il faut savoir aussi qu'un système de bourse, on va plus que doubler les bourses. Oui, mais on va aussi doubler le nombre d'étudiants. À 15 000. Oui, on passe de 7 000 à 20 000 bourses, oui. Mais on passera de 300 000 étudiants à 500 000. Oui, mais il faut pas oublier aussi. Faut pas oublier aussi que on a nos campus franco-sénégalais, nos campus franco-tunisiens qui vont permettre justement à ces jeunes Africains de rester en Afrique et de pouvoir, ils vont pouvoir valoriser leur formation puisque ce sera la même qu'en France. Donc, faut pas oublier cet aspect-là aussi. Mais moi, je prône aussi, je le dis, il n'y a pas assez d'étudiants africains premier cycle qui sont accueillis en France. Ça, c'est clair. Et aussi, on a un problème puisqu'on a un manque de personnel humain dans les consulats. Et c'est ça aussi qui pose problème. Alors, il y a des mains qui se lèvent dans le public et on redonne la parole évidemment au plateau. Monsieur, jeune homme, monsieur Amobé. Alors, je ne suis plus vraiment un jeune homme. Je vais prendre la parole. Je vais être très, très court. Je vais essayer. Je remercie Jules Armand de m'avoir repêché parce que je n'étais pas au courant de cette heureuse circonstance. Je vais essayer de faire court. Je ne suis plus dans la catégorie des jeunes, mais j'ai commencé tôt. Et chez nous, les vieux meurent jeunes en Afrique. Je vais essayer de restituer quelque chose que je ressens profondément, qui est un vrai décalage entre les élites et le réel. Et c'est une force de proposition, puisque vous avez dit que vous étiez un cénacle répartiteur qui pouvait remonter des idées, éventuellement des propositions vers l'instance de direction de la puissance publique. Moi, mon prisme de lecture, c'est mon vécu. Et je parle à travers ma voix au nom de plusieurs générations de diaspora. La télévision, c'est le moule social par lequel les gens s'incarnent. La voix de Pierre Tchernia, la séquence du spectateur, Denise Fabre, on les a tous connus, les Richard Gottener, etc. On a connu tout ça. La diaspora africaine d'aujourd'hui n'a pas de représentativité dans l'espace imaginaire français. La France est en train de perdre aujourd'hui. La France est en train de perdre aujourd'hui pied dans l'inconscient collectif africain. On peut ici se gausser et se raconter des choses, mais moi, je ne suis pas nostalgique du temps des colonies. Moi, je pense que quelqu'un comme Jean Moulin, qu'on ne cite pas dans les ouvrages de l'histoire, qui a refusé quand la Wehrmacht lui a demandé de zigouiller les forces noires de l'Afrique parce qu'elles étaient aux premières loges du front, il a refusé, ça c'est l'honneur de la France. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas me citer un intellectuel africain ou caribéen qui soit connu dans l'inconscient collectif français. Vous ne pouvez pas me citer, lorsque vous entendez des gens parler de la représentation, l'histoire comment on appelle ça, du blanc de 50 ans que l'on voit à la télévision, j'écoute sur tous les plateaux de télévision, c'est la dérision. On est tout le temps, lorsqu'on est africain, assigné à une espèce de justification de sa présence en France, quel que soit son statut, je devrais dire noir de peau. Pour finir, vraiment, moi, je suis papa de 2 enfants qui sont nés ici et je me pose vraiment la question de savoir s'ils vont finir leur existence ici, je vous le dis.
Et si je vous le dis, c'est parce que je suis pourtant l'élite de France. Je peux côtoyer des énarques. Je suis multidiffusé à la télévision française. Je suis l'un de ceux qui a fait le plus d'interviews dans ce pays. Je n'ai pas eu un seul papier national. Pas un seul. Je peux vous assurer que vous avez eu des artistes comme Jenny Alpha, qui est une Caribéenne, qui avait 100 ans, qui était la doyenne des comédiennes françaises. Personne ne la connaît aujourd'hui. Elle a connu Sacha Guitry, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on peut vraiment se dire des choses, disons-les et faites en sorte que, à la télévision, qui est le principal moule qui formate l'inconscience collective, vous avez vu le lapsus, la conscience collective, et bien que ce soit plus équilibré. Parce que des gens qui attaquent l'Afrique, et c'est ma dernière locution, faites l'expérience d'essayer pendant une journée ou pendant une semaine de prendre des références qui renvoient au monde africain. 9,75 sont des occurrences négatives, soit parce que ce sont des gens qui ont volé, soit parce que ce sont des polygames, soit parce que ceci, etc. On ne peut pas avancer comme ça. Je rappelle quand même que la France a été la patrie des humanités, Théâtre Nègre des Champs-Élysées, Joséphine Baker. Vous avez parlé de Africolor. On s'est battu pour Philippe Conrad, qui est le promoteur de ce festival, qui était l'un des patrons de Libération. Il se plaignait qu'il n'y avait pas de visa. Aujourd'hui, aucun artiste africain ne passe sur le service public. Et dernière phrase. Vraiment, ce sera la dernière. Je vous donne un exemple qui montre que vraiment, je ne suis pas pessimiste, mais si vous ne vous appuyez pas sur les derniers bastions de cohésion que nous sommes, la génération qui vient derrière ne vous suivra pas. Les victoires de la musique avaient une catégorie francophone dans laquelle on mettait les artistes africains, les artistes caribéens, etc. Ça a disparu. Aujourd'hui, aux victoires de la musique, alors que la France rayonne dans le monde entier, si vous allez sur la 5e avenue, sur les Champs-Élysées, lorsqu'on entend parler français, c'est souvent soit un Togolais, soit un Sénégalais qui parle, c'est Youssou N'Dour, c'est tous ces artistes, c'est Salif Keita et Alpha Blondy. C'est ça le vrai danger. Pendant ce temps, les Chinois, les Russes, les etc. sont en train de s'installer. Donc, est-ce qu'on se parle vraiment et est-ce qu'on fait vraiment remonter les trucs et ça redevient du business win-win ou alors on fait semblant, et moi j'insiste pas, et je vous remercie de m'avoir entendu. Lise Gomis. Ça tombe bien parce qu'on fait le même métier, et donc vous pensez bien que ça c'est un des sujets que je défends, dans le sens où je suis journaliste, j'ai fait partie de pas mal de rédactions en télé, et clairement, moi, juste dans mon petit rôle, quand on me proposait des missions, c'était quand il fallait aller en banlieue, quand il fallait parler de Zaya, ou quand il fallait parler du prochain footballeur. Mais en revanche, les sujets qui étaient des sujets sérieux, ça n'était jamais pour Elisabeth Gomis. Donc évidemment, j'ai parlé de ça au président. Et il le sait, et il en a très bien conscience. En ce moment, je travaille avec Béatrice, ici présente, sur ces questions-là, sur comment on fait pour distiller du tout France. Et quand je dis tout France, c'est Elisabeth Gomis née en France mais d'origine bissau-guinéenne, Monsieur Claudiciar ici qui est caribéen mais qui est français. C'est vraiment essayer de construire une nouvelle image. La nouvelle image, elle passe par la presse. Comme je disais tout à l'heure dans mon discours d'introduction, nous, on a une double identité. Notre double identité, c'est à la fois notre héritage culturel familial et de l'autre côté, c'est les médias, ce qu'on nous a appris à l'école, et le récit national. Dans ces 3 points, je ne me suis jamais retrouvée. Absolument jamais. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on nous a parlé de mes ancêtres, évidemment ils étaient gaulois, on connaît tous l'histoire. Je suis allée chercher cette histoire parce que, en même temps j'ai de la chance, parce que j'ai des parents qui étaient très penchés sur cette question. Quand on parle des médias, c'était un domaine dans lequel je pensais même pas pouvoir évoluer. Et c'est juste qu'un jour, mon frère il est ingénieur du son. Et c'est lui qui m'a dit, mais attends, mais tu peux très bien le faire. Elles sont pas plus intelligentes que toi, ces filles-là. Je me suis retrouvée là-dedans parce qu'on m'a poussé à y aller, mais jamais je m'étais dit que c'était possible de faire ça. Et la troisième chose, c'est le récit national. La première personne politique à avoir distillé, à avoir donné des noms d'artistes caribéens, africains, c'est Christiane Taubira. Et tout le monde l'a saluée. Et ça, pour moi, c'était un choc de l'entendre, elle, dans ses discours, parler d'Aimé Césaire, comme parler de quelqu'un de plus contemporain, Achille Mbembe. Les autres hommes politiques et tous les autres gouvernements, personne n'a jamais parlé de ces personnalités-là, qui pourtant sont parfois ou nées en France, ou en tout cas ont grandi en France, ont évolué en France, ont fait une carrière en France. Comment on explique que même dans le scolaire,
On n'a jamais aucune référence de ces gens-là. Moi, j'aurais aimé qu'on vienne me parler de Cheikh Anta Diop quand j'étais au collège. Et c'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça, encore une fois, comme je vous le dis, si je dois venir 20 fois avec mon dossier devant le président et monsieur Emmanuel Macron, je reviendrai 20 fois pour lui dire « Nous n'avons pas bougé d'un iota. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue de discuter ou vraiment on fait quelque chose ?» Et je vous le dis, je vous l'assure, il m'a entendu, je l'ai vu au mois de juin. Et là-dessus, j'avais fait une note comme ça. Et il m'a entendu, et aujourd'hui je travaille avec Béatrice sur ces questions, sur en tout cas déjà l'audiovisuel en France. C'est un début, je ne vous dis pas qu'on est arrivé, on ne sera jamais arrivé, mais en tout cas on travaille dessus. Et quand on nous dit oui mais le CPA vous servez à rien, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est quelque chose qui me travaille chaque jour. Ça fait 1 an que mon cerveau il tourne à cause du CPA, c'est-à-dire que je me dis quel point je peux encore pousser. Quel bouton je peux pousser pour que le président nous entende? Quel bouton je peux pousser pour que monsieur le ministre des Affaires étrangères puisse nous entendre? Quel bouton je peux encore pousser pour qu'on ait une sensibilité un peu plus développée sur des questions? Parce que clairement, moi, en tant qu'enfant française d'origine, j'ai une chaise à 3 pieds. C'est pas possible, ça tient pas. Donc j'aimerais juste qu'on me rajoute ce 4e pied et que je puisse affirmer haut et fort, je suis française et je suis fière de l'être. Elisabeth, théoriquement, il nous reste 10 minutes. Et il y a beaucoup de mains qui se sont levées là-bas. Mais d'abord, monsieur, parce que ça fait un moment qu'il souhaite intervenir. Bonjour, je suis Thierry Sibieux, je dirige le campus de l'ESSEC en Afrique, au Maroc. Alors, je interviens dans la 2e table ronde et j'avais prévu avec le modérateur de parler de questions de visa, mais puisque vous en parlez, je voudrais en parler. Je vais un peu nuancer le propos, parce que cette question du visa, elle se pose dans les 2 sens. Elle se pose dans les 2 sens parce que moi, je passe une bonne partie de mon temps à régler la question des étudiants français qui veulent étudier sur le sol marocain. Et Jemila, qui est là-bas derrière, il travaille avec vous, et qui a été étudiante à l'ESSEC, pourra vous dire que ce que je vous raconte n'est pas juste de l'anecdote. Et qu'en tant que directeur général du campus, je passe à peu près 20% de mon temps sur ces questions de visa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est face à effectivement l'entrée d'étrangers dans un pays, se posent les questions d'administration. Ce que vous avez dit, madame, ou le monsieur, c'est monsieur qui a dit, elle se demande si je peux prendre l'avion ou quoi. On a les mêmes problèmes. 3 papiers, 4 papiers. Là, j'ai encore un message, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Hein. Aujourd'hui, les 20 questions d'étudiants français qui sont en études à Rabat et dont la question de la prorogation du visa se pose. Autrement dit, comme on est face à des organisations dans lesquelles on n'évitera jamais que tel ou tel secrétaire d'ambassade, tel ou tel conseiller d'ambassade ou d'administration, d'ailleurs, monsieur ou madame, quelque couleur qu'il soit, quelque nationalité qu'il soit, regarde l'autre avec une espèce de défiance. Moi, je crois que la solution pour les visas d'étudiants, je parle pour les étudiants, serait de passer par les écoles comme tiers de confiance. Et de faire en sorte qu'un étudiant qui vient dans une école soit finalement pris en charge par l'école et que ce soit l'école qui soit le tiers de confiance et qu'on accepte qu'une école ou qu'un établissement d'enseignement supérieur soit une forme de garant de la durée du séjour de l'étudiant sur le territoire. Donc ce point-là, il est essentiel parce que, encore une fois, il marche dans les deux sens. Et moi, je crois que le système ne fonctionnera que si les échanges sont fluides à l'aller comme au retour. C'est-à-dire que les jeunes Africains puissent venir en France étudier, mais que les jeunes Français puissent aller étudier en Afrique. Et autre point, mais on en parlera dans la 2e table ronde, comment on organisera et comment on organise le fait que les études puissent se faire aussi en Afrique. Mais cette question des visas, elle est cruciale. Alors je ne parle pas non plus de la question des Africains qui veulent rentrer au Maroc, les Camerounais. Je peux vous raconter aussi 3 histoires. Vous en parlerez tout à l'heure dans la 2e table ronde. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors il y a quelqu'un a pris un micro là-bas. Allez-y, levez-vous, on vous écoute. Bonjour, je suis étudiant à Sciences Po au sein du programme Afrique. Donc je pense que pour tous mes camarades, je peux vous remercier le CPA de nous avoir invités. D'ailleurs, je me permets juste une petite promo. Il y a pas mal d'étudiants africains qui ont plein de projets, donc je vous invite à aller les voir dans le petit moment de partage tout à l'heure. J'aurais eu une question concernant la diaspora, sur l'idée de fédérer les diasporas. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le rôle du politique, et donc a fortiori le rôle du CPA, ce n'est pas un rôle de facilitateur ? Un rôle de facilitateur pour permettre à tout un tas d'associations qui fonctionnent et qui peuvent, à un moment donné,
créer des liens, et on voit bien que c'est de cette manière que les relations entre l'Europe et l'Afrique peuvent être renouvelées. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le rôle du politique n'est pas d'être un acteur, mais bien un facilitateur? Pierre de Gaëtan, JCAM. Je ne vais pas répondre au nom du CPA, qui n'est qu'un partenaire, puisque je n'en suis pas membre, mais qui est un partenaire extrêmement utile. Non, je crois beaucoup, d'abord, je crois beaucoup au pluralisme de l'excellence, des initiatives, et à cette idée de connecter, d'avoir une approche à la fois connectée des dynamiques et voilà. Donc, à partir de là, la question de la fédération, c'est une question que moi, je ne me pose pas, parce que soit c'est une question d'impasse, et donc voilà. Et donc, parfois, en tout cas, de ce que j'ai pu voir toutes ces dernières décennies, ça nous a amené soit à nous épuiser, à épuiser nos énergies, mais en revanche, je crois beaucoup qu'effectivement, il faut... voilà, d'abord, il faut accompagner les dynamiques plurielles, n'est-ce pas, qui sont extrêmement positives. Et puis surtout, ce qui est important, au fond, c'est véritablement de voir comment l'afro-responsabilité des diasporas se manifeste, se concrétise, se développe par des initiatives. On en a parlé. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et ce qu'on attend finalement de l'homme politique, c'est de créer les conditions d'être et de faire de cette diaspora. Voilà. Une autre question. Oui, bonjour. J'avais une question et une remarque, parce qu'après le Burkina Faso, le président s'est rendu au Ghana et il s'est rendu aussi au Nigeria, deux pays anglophones. Et donc, je me posais la question de savoir comment vous entretenez la relation avec les pays africains anglophones, et notamment le Nigeria, parce qu'on a parlé des prévisions démographiques sur l'Afrique, mais c'est vrai qu'en 2050, il y aura le Nigeria sera le troisième pays au monde en termes de population. Donc, toutes les problématiques que vous avez abordées d'innovation, d'entrepreneuriat, etc., comment vous les pensez aussi avec l'Afrique anglophone? Ça, c'est ma première question. Alors, on peut y répondre déjà? La deuxième découle de la et première. c'est aussi la question de la francophonie, parce qu'évidemment, défendre la francophonie, on est tous d'accord avec ça. Après, concrètement, comment on fait je rentre du Nigeria, c'est aussi pour ça que j'ai ce prisme-là. Comment on fait dans un pays de 180 millions d'habitants? La langue française est la deuxième langue enseignée, mais dans la réalité, c'est pas le cas. On a des étudiants qui veulent venir en France, mais qui n'arriveront jamais, je dirais, en 5-6 ans, à avoir un niveau C2 pour intégrer des cursus. Donc, est-ce qu'on peut développer des cursus anglophone? Est-ce que ça, c'est des choses envisageables? C'est-à-dire comment on développe la francophonie et la francophilie, finalement, comme un moteur du désir de France avec la francophonie? Alors, peut-être, Yvonne, vous souhaitez dire quelques mots? Bonjour, alors donc je suis l'anglophone du groupe. Donc je pense que c'est pour ça que je suis là. Personne à répondre à cette question. Ce qui n'est pas niable, c'est que la France s'intéresse aujourd'hui de plus en plus aux pays anglophones. Si on a sélectionné une anglophone qui n'est pas du tout française, c'est aussi une sorte d'ouverture vers les personnes qui pensent autrement et qui voient des choses autrement. Pour répondre à la question, en tout cas, en tant que CPA, comment on s'intéresse à l'Afrique anglophone, on passe ce week-end avec Lise au Kenya, qui est mon pays d'origine, mais on fait pas mal déjà des missions. On ne choisit pas la mission par le pays, mais c'est surtout par le sujet qui nous intéresse. Mais on veille justement à ce qu'il y ait de remontées d'informations qui viennent non seulement des pays francophones, mais aussi des pays anglophones. S'agissant des cursus à l'université, moi je sais par exemple que Sciences Po déjà a des cursus en anglais. Donc les étudiants anglophones arrivent à Sciences Po, ils étudient en anglais. Je pense que c'est quelque chose de très formidable. Et par ailleurs, ce que je dois vraiment dire, c'est que les pays anglophones sont majoritairement francophiles. Moi j'étais francophile, c'est pour ça que j'arrive à parler français aujourd'hui. Et donc, et peut-être... par les liens historiques, on n'a pas la même relation qu'ont les pays francophones avec la France. Donc, il y a là, finalement, une chance de recréer peut-être un nouveau récit qui correspondrait à ce qu'on vous voit dans le futur de la relation non seulement de la France avec les pays anglophones, mais aussi avec les pays francophones. Donc, il y a peut-être un troisième tour à faire qui va relier, et n'oublions pas les pays lusophones, hein, pendant qu'on a cette discussion, parce que quand on parle de toute l'Afrique, il faut parler vraiment de toute l'Afrique. Voilà, donc j'espère que je réponds à votre question. Il y aura peut-être d'autres échanges qu'on aura dans la prochaine table ronde. Il y a un monsieur avec le pull rouge qui lève la main depuis tout à l'heure. Allez-y, madame à côté alors. Après, ce sera vous.
Bonjour. Je m'appelle Catherine Jean-Joseph et je voudrais rebondir par rapport à la question de la création, le cinéma, la télé, sur l'audiovisuel. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'audiovisuel français. J'ai été agent de comédien et d'auteur et j'ai travaillé à la direction de la fiction de France 2 puis de TF1. Donc, je vous rejoins tout à fait. La télé est prescripteur de masse, on le sait très bien. Comment changer les choses? Bien sûr, j'ai plein d'idées dessus parce qu'à un moment donné, il faut aller en interne et voir ce qui s'y passe. Et l'éducation, par l'éducation aux médias, par plein de choses qui font que aujourd'hui, vous prenez toutes chaînes confondues, il n'y a personne qui nous ressemble à l'intérieur des chaînes. Personne. Et à un moment donné, c'est par là qu'il faut aller. C'est vraiment par là qu'il faut aller. Et je ne vais pas être très longue, la création aussi, par les imaginaires. Si on regarde que l'imaginaire hexagonal dans les chaînes de télévision françaises, bien sûr qu'on n'y arrivera pas. J'ai créé une école d'acteurs également et j'ai voulu m'intéresser aux imaginaires aphones. C'est-à-dire si on se coupe de ces imaginaires-là, on se coupe de l'imaginaire français dans sa globalité. Et donc de travailler avec eux, mes jeunes, les élèves que je forme, sont représentatifs de la société française. Et ils grandissent ensemble au niveau de la création, donc ils apprennent à travailler ensemble. Et je voudrais rebondir aussi sur travailler avec les pays anglophones africains, c'est aussi par la création. On va chercher au Nigeria, qu'est-ce qui a depuis en lien avec le Nigeria et la France, c'est le cinéma. Et il y a vraiment possibilité de faire des choses. Voilà. Merci, madame. Merci. Monsieur. Abdelkerim Yacoub, directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, activiste tchadien et militant de défense des droits humains. On parle, en tout cas pour moi, c'est un peu du contraire que j'entends. La France veut-elle revenir en Afrique en terre conquise qu'elle a perdue, ou bien la France veut revenir en Afrique comme les autres, c'est-à-dire en déployant les efforts nécessaires pour reconquérir l'Afrique. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que la France s'est rendue compte qu'elle a abandonné quelque chose et qu'elle vient de le chercher. Les choses ont changé. Le monde a changé. L'Afrique a changé et la jeunesse africaine a changé. Et j'ai l'impression que la France ne s'est pas rendue compte. Aujourd'hui, la France envoie des signaux contraires à la jeunesse africaine dont je fais partie. La France ne se pose pas la question pourquoi il y a eu divorce. Tant qu'on ne pense pas et qu'on ne trouve pas la solution aux causes de ce divorce, il ne sert à rien de revenir. Est-ce que je peux vous demander simplement, quand vous dites des signaux contradictoires... Je vais y venir. Bon, je vais me presser. C'est juste que je vois la pendule et qu'il y a une deuxième table ronde et qu'il y a un autre discours. Donc ces signaux contraires, ce que, quoi que vous disiez ici, tout est politique. Tout est politique. Aujourd'hui, la France, regardez l'état de l'Afrique francophone. On est les derniers en tout. Je dis bien, on est les derniers en tout. Et c'est quoi la cause? Vous voulez revenir en Afrique avec toute cette bonne volonté que vous avez. Restituer des œuvres d'art, on n'a même pas de musée pour pouvoir en entretenir. Le Sénégal inaugure la semaine prochaine un très beau musée. Sur tous les pays francophones que vous avez aujourd'hui en Afrique, par exemple, 2 tiers sont sous dictature. Et grâce à qui? La complaisance, le soutien et l'indifférence de la France. Alors, si cette jeunesse qui s'est détournée parce qu'elle ne comprend plus la France, qui d'un côté se pose un pays des droits de l'homme, des valeurs de démocratie, des libertés, lève des armées pour aller défendre la liberté à travers le monde, de la main gauche, cette même France fait exactement le contraire dans nos États. Pourquoi? Alors, si vous voulez qu'on redéfinisse une relation saine, productive et, comme vous avez dit, dans le respect mutuel, eh bien, trouvons des solutions à ces causes. Comme ça, la France pourra revenir en Afrique. Sinon, c'est déjà trop tard parce que la Chine investit énormément. Et je vous dis, chaque année, la Chine prend 300 bacheliers tchadiens. Tout compris.
Et ceux-là, quand ils reviendront en Afrique, eh bien, ils ne vont pas vous parler de la France, ni de la francophonie. Nous, les francophones, on est des has-been, il paraît, pour l'instant. Allez, on va prendre encore 2-3 réactions. Claudie, vous nous laissez encore un peu de temps 5-6 minutes. Bah, je ne sais pas, c'est parce que tu nous laisses encore... Madame. Bonjour, donc je m'appelle Thérèse, tout juste diplômée d'un Master 2 politique et développement en Afrique à Sciences Po Bordeaux. Et donc moi j'aurais une remarque suivie d'une question. Donc la remarque, c'est que moi j'ai la chance de pas mal, enfin je suis très curieuse, donc je voyage énormément, et à chaque fois que je rentre en France, je suis émerveillée par la richesse qui est en fait la diversité de la France. Mais vraiment, je pense que vous pouvez voyager sur plusieurs continents, à chaque fois que je rentre en France et que j'arrive à Charles de Gaulle, je suis tout le temps émerveillée et contente de rentrer à la maison et de voir la diversité qu'on a ici. C'est vraiment une richesse. Et quand on parle d'Afrique, les Afro-Français, comme j'aime les appeler, que je suis, entre autres, représentent un potentiel très important à réinvestir en Afrique. J'ai, comme vous, Juan, relu le discours de M. Macron de Ouagadougou, et j'ai surligné un extrait qui m'a beaucoup parlé, parce que je me suis retrouvée dedans. Il a énoncé que Business France augmenterait dès 2018 le nombre de jeunes volontaires français travaillant dans des entreprises françaises en Afrique. Et il a précisé qu'il demanderait à toutes les ambassades françaises de recruter davantage des volontaires en privilégiant les volontaires qui ont connaissance ou qui ont commencé l'apprentissage d'une langue locale, d'une langue africaine. Et donc moi, je suis diplômée, donc je cherche une opportunité professionnelle en Afrique, et j'ai la chance de parler une langue locale. Et à chaque fois que j'ai envoyé mes CV à des organisations, des ambassades ou quoi, ma connaissance d'une langue locale n'a jamais été une plus-value, n'a jamais été une valeur ajoutée. On m'a jamais dit « Ah bah tiens, t'as un profil intéressant parce que tu parles une langue locale ». Donc je voulais savoir, Béatrice, c'est à vous que je voudrais poser cette question. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qui a été fait sur cette question concrètement, et comment on peut le voir, quoi. Voilà. Merci Thérèse, merci beaucoup pour cette question qui nous permet de valoriser aussi ce qu'on fait. Donc nos ambassades ont eu pour instruction de valoriser les candidatures des candidats qui parlent des langues africaines. Donc c'est dans les fiches de poste. Et on espère que cette mesure va porter ses fruits. Les instructions ont été données le mois dernier à l'ensemble de notre réseau diplomatique. Et voilà, je ne sais pas où vous regardez en Afrique, mais n'hésitez pas aussi à passer à la direction Afrique. On peut aussi vous donner des conseils. On est là pour ça. Et le Quai d'Orsay, c'est aussi chez vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Allez, une dernière question, réaction. Ah, oui, monsieur, oui. Vous avez le micro, allez-y. Voilà, je me nomme Seydou Nourignan, sénégalais, élève ingénieur à l'École nationale de statistique NCI de Rennes. Alors je vais revenir sur l'intervention d'Elisabeth Gomis, qui parlait en fait du but du CPA, qui était un peu de rendre qu'il y ait une relation d'égal à égal entre l'Afrique et le Nord et le Sud en fait. Et là, quand je pense au fait qu'on ait prolongé le visa, là, je me dis, ah oui, là, il marque un point. Mais quand je pense à, par exemple, le fait qu'on augmente les frais d'inscription, là, je me dis, ah ben là, il y a un problème. Parce que augmenter les frais d'inscription, c'est comme si ils se disent que eux, ils ont besoin de nous. Et du coup, on va profiter du fait qu'ils aient besoin de nous pour augmenter les frais d'inscription et augmenter. Tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on augmente les bourses, mais je pense pas que je pense pas que ça puisse résoudre le problème, parce que je pense l'une des principales raisons qui faisait que les étudiants ils venaient ici, c'était le fait que les frais ils étaient assez abordables, comparé à d'autres pays, par exemple. Donc, juste si vous pouvez revenir sur ce point. Et vous aurez l'occasion d'y revenir dans la deuxième table ronde. Allez, une dernière ou pas? Oui, monsieur, allez-y. Le micro, sinon j'y vais. Ah, c'était vous. D'accord, moi je donnais la parole à quelqu'un derrière. Mais enfin, c'est comme ça la vie. Hein. Allez, deux derniers. Je m'appelle Bonogo Jules. Je suis également étudiant à l'NCI comme Nourou. Et je suis de nationalité burkinabé. En fait, je veux revenir un peu sur l'intervention du monsieur en rouge. En fait,
Avant, en fait, la relation entre la France et les Africains, c'était un peu un complexe d'infériorité. Les Africains avaient un peu ce truc complexe, mais on a remarqué que maintenant, en fait, la jeunesse est en train de remonter et, en fait, en train de surmonter ce truc qui est complexe. Je pose donc une question au CPA. Est-ce que, en fait, le président Emmanuel Macron n'essaie pas de créer le truc CPA, en fait, pour surtout, puisqu'ils disent qu'en fait, ils remontent les informations vers le président, et c'est sans doute pour apporter des aides à l'Afrique. Est-ce que c'est pas pour installer en nous encore, comme le disait Thomas Sankara, en fait, des réflexes d'assister, de mendicité? Et pour toujours parler de Thomas Sankara, par rapport au dossier Thomas Sankara, en tant que Burkinabé, je pose la question, la déclassification des archives sur le dossier Thomas Sankara. Qu'est-ce que, en fait, le CPA, comme vous êtes en contact avec les peuples africains, vous êtes en contact aussi avec la jeunesse burkinabé. Qu'est-ce que vous avez pu remonter comme information au président Emmanuel Macron? Merci. Alors, concernant la déclassification, Lys Gomis, j'imagine que c'est la justice. Vous n'avez pas de micro, mais on va vous en donner un. Parce qu'elle était très attendue au Burkina Faso, effectivement, cette déclassification, elle est toujours attendue. Donc sur le dossier Sankara, moi je ne peux pas répondre directement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est en cours. Et c'est, comme je vous disais, quasiment toutes les annonces ont été mises en action. Donc, sur ce point-là, je pense que ça va quand même prendre du temps. La deuxième question, c'était sur le fait que le CPA remontait les infos et... Qui permettait... Ah oui, pour faire voilà, et puis pour faire des Africains des assistés. Mon discours à moi, et là je parle en tant qu'Elisabeth Gomis, c'est quand je... Moi, mon discours, c'est de dire, quand j'arrive et que là, je vais au Kenya, comme je vous dis, je vais rencontrer des femmes entrepreneurs, des acteurs culturels. L'idée, c'est pas de devenir un assisté. Je vais vous dire les choses telles que je les pense. Quand je viens et que entre guillemets, je fais le pont entre ces gens-là et les institutions, mon discours, c'est de dire, mais pourquoi vous n'irez pas prendre ce qu'on vous propose? L'idée, c'est pas de pervertir ce que vous avez envie de faire. L'idée, c'est pas de changer votre projet pour qu'il colle à ce que la France veut ou voudrait. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Si les Français ont envie de suivre et ils ont envie de vous soutenir, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Et si ils ne veulent pas, ils n'adhèrent pas à votre projet d'une quelconque manière, eh bien merci, au revoir, et on passe au suivant. Faut pas se dire qu'on attend que la France vienne poser un chèque ou vienne donner une quelconque aide. Non, ton projet, c'est ton projet. Votre projet, c'est votre projet. Vous le menez comme vous avez envie de le faire. Si vous avez envie d'avoir la France comme partenaire, soit faisons, et faisons-le bien, et faisons-le selon mes conditions. Mais ne vous dites pas, je le fais parce que j'ai besoin de la France. Non, vous n'avez pas besoin de la France. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, donc vous avez le choix des armes. Vous avez le choix des armes, donc vous partez avec la France, peut-être parce qu'il y a un avantage, vous parlez peut-être français ou autre, et peut-être que dans l'autre sens, non, vous n'avez pas besoin de la France parce que vous pensez que ce projet ne cadre pas avec votre idée que vous avez à la fois de la France ou de la politique française. Mais il ne faut pas se dire, je suis dans une position d'attente. Personne n'est dans une position d'attente. Vous y allez parce que vous avez envie d'y aller, sinon vous n'y allez pas. Fin de la discussion. Et vous souhaitiez rajouter quelque chose? Merci beaucoup Alice, parce qu'elle a répondu l'essentiel. Pour compléter, mes deux jeunes frères tchadiens et burkinabés, donc en écho à vos interrogations, premièrement, on a bien conscience que la France, elle n'est pas attendue. Les Africains n'ont pas besoin de la France, essentiellement de la France. Le continent africain est ouvert, il est convoité. Donc vous avez le choix, nous avons le choix. À la France, dans ce qu'elle a de meilleur, de ce qu'elle peut apporter dans le cadre d'une coproduction de relations effectivement nouvelles, où les Africains voient leur intérêt, les défendent d'une part, et où la France, il ne faut pas nier, reconnaît aussi ses intérêts et les défend. C'est seulement et uniquement dans un tel cadre qu'une nouvelle relation peut fonctionner. Donc vous avez tout à fait raison de vous interroger, de poser cette question. La France, elle n'est pas attendue. Elle doit au quotidien, dans tous les domaines. Il y a bien des secteurs où elle a un avantage compétitif par rapport à d'autres. Mais il y en a d'autres où elle doit ne pas se contenter que de mots. MOTS, mais c'est comme en amour. Il ne faut pas que des mots, il faut des preuves d'amour. Donc ça permet de challenger aussi bien les entrepreneurs, les élites intellectuelles, administratives, politiques, dans les domaines, chacun dans son registre, dans tous ces domaines, chacun dans ce registre, mais de monter ce que la France elle a de meilleur. On a parfaitement conscience qu'elle n'est pas attendue et que
m'adressant plus particulièrement à mon jeune frère du Burkina Faso, encore une fois, nous ne sommes pas du tout le faux nez d'Emmanuel Macron pour une relation qui ne serait basée que sur de la séduction. Hein. Je ne suis pas persuadé, moi je parle pour moi, que je serais le meilleur client pour jouer de séduction, premièrement. Et deuxièmement, et ça me rappelle un échange que j'avais donc avec Ndeye en préparant le rendez-vous de cet événement. Je l'ai évoqué dans mon intervention. Il faut un véritable travail de conversion de regard. Vous parliez de complexe. Mais il n'y a pas de raison que les Africains, jeunes ou moins jeunes, soient complexés vis-à-vis de la France, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation nouvelle à créer. Donc il faut sortir aussi de ces complexes-là. Du côté français, il faut sortir de cette espèce de schizophrénie où, d'une part, le sentiment de culpabilité voilà, est mis en avant. D'autres fois, c'est le complexe de supériorité mal placé qui n'a aucune raison d'être. Donc, je pense que c'est vraiment de part et d'autre, et c'est en cela que je faisais référence à Ndeye. Les Africains aussi doivent faire le travail. Doivent faire le travail. C'est-à-dire se décomplexer. Claudie le disait, Lise l'a repris dans son intervention. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne, il faut aller chercher. Et il faut prendre. Voilà, donc, en quelques mots, voilà moi ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas c'est tellement neuf, c'est tellement ambitieux que parfois, mais les gens en doutent, parce qu'on ramène tout à l'économie, aux intérêts. Mais si on ne défendait que les idées de ces intérêts, mais la politique n'existerait pas et il n'y aurait aucun humanisme. Voilà, donc ayons collectivement la faiblesse de penser qu'on peut construire des choses ensemble sur des bases saines, d'égalité, de réciprocité, de considération, où cette jeunesse, puisque c'est elle qui nous intéresse prioritairement, mais soit au cœur de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Merci. Siracila. Oui, enfin moi je souhaitais... Oui, je sais, mais... je vais essayer de faire vite. Mais déjà, monsieur, est-ce que vous avez vu l'Assemblée nationale? C'est la première fois qu'il y a des députés d'origine africaine, parce qu'on ne va pas parler d'Aimé Césaire, c'était pas ce que je raconte de Léopold Sédar Senghor, par exemple, Blaise Diagne, c'était pas la même chose. Issus des quartiers comme moi, avec des parents qui n'ont pas été à l'école, avec une mère qui ne sait ni lire ni écrire, qui a grandi dans un quartier, avec ma collègue Huguette Tienia, burkinabèse, qui a été naturalisée seulement depuis 1 an. Je peux vous dire que lorsqu'on a été élu, et tout le monde, j'ai mon collègue Hervé Berbil aussi qui est là, j'ai des collègues d'origine marocaine, lorsqu'on a été élu, on a eu des messages de toute l'Afrique. Ils nous ont dit ça peut arriver en France. Et déjà, c'est ça ce qui a suscité l'histoire. Avez-vous déjà vu ça précédemment? Moi, lorsque j'ai fait ma campagne législative, et pourtant ce n'était pas des partis, ce n'était pas le FN qui m'a dit ça, je suis arrivée, on m'a dit mais tu t'es regardé, tu es noir. Tu ne pourras pas être député. On me l'a dit. On me l'a dit, premièrement. Deuxièmement, lorsque je suis allée voir ce qui s'est passé depuis la visite du président au Sénégal. Vous savez très bien, Saint-Louis est victime d'érosion côtière. Dans 40 ans, la ville risque de disparaître. J'ai rencontré tous les acteurs du tourisme. J'ai rencontré le ministre de l'Hydraulique. J'ai rencontré l'AFD. Dans quelques mois, une digue temporaire va être créée. Parce que moi, je suis allée voir les pêcheurs. Les pêcheurs qui ont dû fuir, qui se retrouvent dans une zone inondée avec des tentes, dans des tentes sans eau, sans électricité, sans rien. Donc ça, c'est un acte. Donc on ne peut pas le dire. Et l'AFD, c'est un dossier très difficile. Et parce que j'ai rencontré tous les acteurs. En matière d'éducation, je reviens sur le Sénégal. J'ai rencontré la secrétaire générale du ministre de l'Éducation nationale. Le Sénégal prônait une politique d'accès de l'école pour tous. Malheureusement, cette politique a fait que les Sénégalais ont eu tendance à recruter des vacataires qui n'avaient pas la formation. Et aussi, dans le système sénégalais, beaucoup d'enseignants quittaient le secteur pour aller travailler dans le domaine informatique, par exemple, ou dans le domaine de la chimie, parce que en fait, le métier n'était pas attractif pour eux. J'ai rencontré cette secrétaire générale et j'ai constaté qu'elle travaillait main dans la main avec le ministre Jean-Michel Blanquer, par exemple, comment on a décidé de ne pas concurrencer les langues. Donc maintenant, le système sénégalais a décidé dès l'école, dès la première année, d'apprendre la langue locale avec le français. Par exemple, la France aide à des constructions d'écoles dans les villages. Parce que pourquoi les filles, à un moment, arrêtent l'école? Elles doivent rentrer à pied chez elles. Elles doivent faire une longue distance. Donc ça, c'est un souci. Ça, c'est un acte concret. Autre acte concret. Je vous indiquais, vous savez, l'engagement du président de la République sur le campus franco-sénégalais. C'est pas du vent. J'y suis allée avec une délégation du rectorat de Normandie. J'y suis allée avec l'INSA
pour un partenariat de création de formation technique Bac-3, Bac+3, mais pas en calquant sur le modèle français, en prenant le modèle français, mais en adaptant aux spécificités du Sénégal. Donc nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fait une réunion de travail de 3 heures avec le ministre de l'Enseignement supérieur. La semaine dernière, une délégation sénégalaise est venue en France parce qu'on ne voudrait pas attendre la construction finale de ce campus franco-sénégalais à Diamniadio, mais commencer dès janvier à mettre en place des choses. Donc après, moi je suis d'accord, il faut là passer vraiment à la vitesse supérieure. Mais après, moi j'ai vu les choses, je suis allée voir ce qui s'est passé depuis cette visite que j'ai effectuée. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Les différents ministères travaillent main dans la main, donc on ne peut pas laisser dire ça. Après, moi, je suis d'accord, ça ne va pas assez vite. Il y a plusieurs problématiques à révéler. On dit l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir aussi qu'on dit diaspora, mais beaucoup d'entreprises françaises, depuis le discours ou des entrepreneurs qui veulent s'installer au Sénégal, viennent me voir et me disent comment on fait, mais il y a un problème, il faut expliquer. Quand on va dans un pays, déjà, l'Afrique, c'est de multiples visages. Ce sont des Afriques. On a des représentations qui sont fausses sur l'Afrique. Je ne citerai pas une grande entreprise française qui a des soucis actuellement au Sénégal, mais j'ai appris lorsque j'ai rencontré le dirigeant de cette entreprise que les actionnaires disaient est-ce que là il y a un souci, il y a une crise parce qu'il y a les petits commerçants qui se font concurrencer par un supermarché. Est-ce qu'il y a des gens avec des machettes dans les rues? Il faut changer les représentations sur l'Afrique. Il faut pouvoir accompagner les entrepreneurs en Afrique parce qu'on ne s'installe pas dans un pays du jour au lendemain. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on avance à petits pas, mais après je suis d'accord, la France est fortement attendue. Donc il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et il y a quand même des choses qui ont été faites. Voilà. Alors Pierre de Gaëtan, vous avez levé la main. Je donne la parole à l'étudiant et ensuite... Bah oui, je suis désolé parce que moi je veux bien, mais après on déborde. Hein. On a déjà parlé. Simplement, c'était justement pour un mot de fin de ma part. J'ai commencé mon propos tout à l'heure en rappelant que l'Afrique s'inventait et agissait où elle est. Et donc je voudrais, par rapport à ce que vient de dire mon ami Sira, dire qu'il y a quand même un fait majeur qui est quand même cette mutation de la représentation politique en France depuis effectivement les dernières élections présidentielles et législatives. Je crois que c'est quand même quelque chose qui s'inscrit bien sûr dans la longue tradition qu'a été celle de Blaise Diagne et de Houphouët-Boigny et bien d'autres, mais c'est quand même assez nouveau. Hein. Je crois qu'il faut dire que c'est vrai que l'espace audiovisuel est important, l'espace médiatique est important. Ce qui m'a plu dans le propos du monsieur, c'était effectivement une forme de plaidoyer. Et je pense que c'est un peu ce que je voudrais dire en conclusion. Je crois qu'un président de la République, il fixe un cap, il donne un horizon, il commence une action avec les différentes formes et modalités de l'action. Mais l'horizon présidentiel est un horizon nécessairement dépassable. Et donc, ce qui est important, c'est véritablement d'assumer le caractère inachevé, n'est-ce pas, du programme en fait, qui nous interpelle tous ici. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec Alain Juppé, nous avons pris, dans le cadre du volet politique des Journées nationales des diasporas africaines, l'initiative d'organiser samedi prochain un conclave d'élus pour organiser justement le portage, le plaidoyer, n'est-ce pas, de cette relation avec l'Afrique. Voilà. Donc, parce qu'il faut continuer une œuvre jamais achevée, qui est celle, effectivement, de refabriquer la relation avec l'Afrique. Alors, Béatrice, vous souhaitez dire quelque chose rapidement parce que... Rapidement, juste pour compléter ce que Pierre de Gaëtan vient de dire, c'est cette nouvelle relation, ce n'est pas le monopole du gouvernement ou des opérateurs français. Ouagadougou, c'est une invitation à tous à s'engager pour l'Afrique. Et c'est pour ça que je remercie le CPA d'avoir organisé cet événement aujourd'hui qui nous permet de passer ce message important. C'est à vous, c'est à nous, c'est à tout le monde de s'engager pour l'Afrique. Merci. Très bien. Zéroni ? Oui. Alors j'aimerais juste revenir aux deux derniers points évoqués par rapport au sentiment qui est négatif des étudiants africains par rapport aux autres. Je pense qu'il faut revoir ce lieu commun. Parce que quand on part dans les universités, quand on analyse le pôle des meilleurs étudiants de l'université, à ce moment-là, on retrouve que les étudiants africains sont en priorité. Quand on part en classe préparatoire, sur 2 à 3 classes préparatoires sur 4, on trouve que le major de la classe préparatoire est un étudiant africain. Donc, il faut
prendre du recul vis-à-vis de ça et changer soi-même de point de vue vis-à-vis de nos capacités. Et ensuite, par rapport au retour en Afrique, ou le retour de la France en Afrique de notre ami tchadien, il faut savoir que il faut là encore sortir des lieux communs. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas un gâteau à partager. Et l'Afrique est le gâteau des Africains, surtout. Donc, à ce moment-là, il faut construire par nous-mêmes notre relation entre la France et l'Afrique. Pour conclure, la France a fait le pas vers l'Afrique. Maintenant, c'est aux pays africains de faire le pas vers la France. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. On a pris beaucoup de retard, mais c'était passionnant. Merci, vous pouvez applaudir et vous applaudir, puisque vous avez tous contribué au débat.